pour votre exposé qui a été net. Néanmoins, vous avez pris un petit peu de temps, 5 minutes. Donc, sans plus tarder, donc je donne la parole au professeur Tahakourt, qui est examinateur. Merci, Monsieur le Président. D'abord, donc, je tiens à féliciter Monsieur Kernou pour la clarté, donc, et la qualité de son exposé. Nous avons donc eu pas mal d'informations supplémentaires par rapport donc au manuscrit qui était donc que nous avait donné bien avant. C'était un plaisir donc de lire ce mémoire. Il y a beaucoup de choses qui sont donc explicitées, notamment dans la partie modélisation. Ça c'est donc remarque il y a quelques coquilles d'orthographe à corriger après, donc il faut le revoir, relire donc pour que le manuscrit soit mieux présenté donc dans sa version finale. Alors donc je vais commencer donc par une petite remarque, enfin un petit questionnement. Hein, c'est juste, il y a certains travaux dans la référence bibliographique qui concerne le thème, qui vous a des communications, et dont le directeur de thèse, je ne vois pas son nom. Donc, je ne sais pas, c'est juste un questionnement. Donc, ça a rapport avec le thème. Hein, donc, j'ai pas bien compris. Si j'ai bien compris votre question, j'ai deux publications, les deux publications dans mon directeur de thèse là-dedans. À part les deux, comme vous le savez, mon directeur de thèse ne travaille pas beaucoup plus sur la fiabilité. Son domaine est connu par vous-même. Donc j'ai utilisé les références d'autres chercheurs avec... Non, c'est juste un questionnement. Je posais des questions sur le fait que c'est des communications que vous avez présentées vous-même. Oui, sur la thématique, et j'ai vu le directeur de thèse. Il y a une communication en France qui a été faite à l'ISA de Rouen, dont mon directeur de thèse figure là-dedans. Il y a une autre communication qui a été faite à Tizi Ouzou aussi, qui est sur la fiabilité, et plus précisément sur les dates, dont le nom de mon directeur de thèse est là-dedans. Donc il y a deux communications internationales. L'une à Tizi Ouzou le 17 et 18 novembre 2014 et la communication en France à l'INSA de Rouen en mois d'août 2013. Bien. Alors maintenant je reviens au vif donc, du sujet. L'indice de fiabilité. Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement c'est quoi et quelle est sa limite, sa valeur limite? Quand est-ce qu'on, si je prends le coefficient donc bêta, d'accord, l'indice de fiabilité, quelle est sa valeur quand j'ai un résultat comme ça? Est-ce que c'est fiable, c'est pas fiable? C'est quoi exactement? L'indice de fiabilité est en relation directe avec la probabilité de défaillance. Très bien, c'est la deuxième question. Donc il y a une relation directe avec la probabilité. Ouais. Mais quelle est cette relation-là exactement? C'est quoi? C'est à l'aide d'une fonction à l'aide d'une fonction. Il existe des ABAC, à l'aide des fonctions de répartition, on tire directement la probabilité de défaillance à partir de ces indices. C'est vrai que les ABAC qui ne sont pas mis au niveau de l'annexe, mais ça existe des ABAC. C'est-à-dire, je prends, oui, si vous le permettez, je prends un exemple quelqu'un. Vous avez présenté donc une poutre donc treillée, une dalle en béton ordinaire, en béton de haute performance. Vous dites bêta égale temps. Est-ce que sur la base de bêta, indice de fiabilité, par exemple, bêta égale 4, GV égale 3, bêta égale 3. Quel est, je ne sais pas, comment je veux dire, est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Quelle est la limite de ce coefficient-là? C'est-à-dire que votre travail est basé sur ça. Les limites des indices de fiabilité,
il y a deux limites. Il y a la limite au niveau de l'état limite ultime, il y a des limites au niveau de l'état limite de service. À l'état limite ultime, c'est-à-dire la limite, c'est-à-dire lorsque un élément dans son indice de fiabilité dépasse les 3,8, on peut porter directement un jugement sur la qualité de notre élément qui est le plus fiable. Dans le cas limite de service, c'est autre chose. Normalement, la valeur, c'est 1,2. C'est 1,8. Très bien. Alors, dans la méthodologie que vous avez proposée, vous faites deux tests de convergence. Oui. N'est-ce pas? Il y a un test de convergence de la région et un test de convergence de la surface de réponse. Maintenant, si je prends le test de convergence de la région, vous dites il y a un epsilon bêta et un epsilon p, donc que vous définissez. Cette tolérance, vous la définissez comment? Vous fixez comment? Les tolérances de... Voilà. Vous dites, quand est-ce que je vais m'arrêter? Je dis que c'est convergent. Puisque vous dites que vous faites vos tests, c'est inférieur ou égal à epsilon bêta. Par exemple, si je prends pour le premier test donc de la région, le epsilon bêta, vous le fixez comme la limite, cette limite-là de convergence. Les tolérances de convergence, qui varient généralement entre 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 7, ont une relation directe avec le modèle probabiliste. Ouais. Par contre, généralement, lorsqu'on veut, par exemple, utiliser une tolérance, généralement, on utilise les tolérances qui existent dans la littérature pour confronter nos résultats, dans un premier temps. Néanmoins, en toute logique, que plus que la valeur des tolérances de convergence est minime, plus que le résultat est plus fiable. 10 puissance moins 1 ou bien 10 puissance moins 7, c'est pas la même chose. Bien sûr. Bon. Ouais. D'accord. Et pour le deuxième test, quand vous dites Q carré, pour les surfaces de réponse, là, le test Q carré très proche de 1, qu'est-ce que vous appelez très proche de 1? À combien près? Ça veut dire, je vais arrêter, vous dites, bon, il y a un test de convergence, ça veut dire vous allez arrêter les calculs parce que vous dites ça converge vers 1. Quelle tolérance? Par expérience, après avoir effectué plusieurs essais et l'appliquer sur les exemples, c'est-à-dire c'est pas facile d'avoir la valeur numéro 1. Même notre modèle n'est pas un modèle fiable à 100%, c'est pour cette raison qu'il y a toujours des incertitudes sur l'application, des incertitudes sur beaucoup de paramètres. Donc, on n'aura jamais la valeur exacte, mais d'après les résultats que j'ai exposés, 0,9997 ou la 9987, presque elle est très, très, très proche de 1. Très bien. Alors, on va aller donc à la page 1. Première page, juste dans l'introduction. Oui. La page 1. Oui. Juste le premier paragraphe, vous mettez donc les méthodes traditionnelles de dimensionnement des structures s'appuient sur l'utilisation de coefficients et indices de sécurité. Dans le but d'assurer, bien sûr, donc c'est normal la pérennité de la structure, donc parce que quand tous les calculs qu'on fait, il y a des incertitudes de calcul, donc il y a des coefficients de sécurité. Vous dites c'est la méthode, donc c'est une méthode déterministe. Vous voulez donc conduire donc dans la plupart du temps à un dimensionnement injustifié. Qu'est-ce que vous dites injustifié? C'est-à-dire parfois, par exemple, en utilisant ces méthodes déterministes, on peut avoir par exemple un dimensionnement qui ne s'adapte pas, par exemple, à la réalité. Par exemple, après calcul, l'ingénieur de structure effectue son prédimensionnement, par la suite son dimensionnement. On aura par exemple une section importante des poteaux de 60-70, mais réellement, dans certains cas, ce dimensionnement est aberrant, et parfois sous-dimensionné, et dans certains cas, par exemple, sous-dimensionné. C'est pour cette raison que les méthodes fiabilistes sont là, c'est-à-dire pour voir quels sont les paramètres qui influent sur la structure, sur le système.
Bien, si je prends les méthodes déterministes, bon, si je prends l'eurocode, bien le BAL, c'est des modèles, c'est des codes de calcul qui sont basés sur donc, un modèle semi-probabiliste. D'accord? D'accord, oui. Donc c'est quoi ça? Et là, quelle est la différence entre, par exemple, la méthode des surfaces de réponse par rapport à l'eurocode ou BAL? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Ça veut dire qu'est-ce qu'on apporte de plus? Quelle est la différence entre les règlements eurocode? Qu'est-ce qu'on apporte? L'eurocode, c'est un code de calcul qui est utilisé actuellement, Ouais. n'est-ce pas? Donc, il est basé sur un modèle semi-probabiliste, la même chose pour le BAL, mais pour autant est-il qu'on va dire que ce sont des modèles qui ne sont pas fiables. Bon, le problème qui se pose dans les méthodes déterministes, ces méthodes déterministes, elles ne permettent pas de déterminer l'influence des différents paramètres de l'élément sur la fiabilité de la structure. Parce que les méthodes déterministes, elles ne permettent pas de porter directement un jugement sur un élément. Est-ce qu'il est fiable ou non? Face à l'inconvénient majeur de ces méthodes, ils sont actuellement utilisées les méthodes fiabilistes. Est-il toujours que les règlements ne sont pas fiables? Parmi l'inconvénient majeur des méthodes semi-probabilistes, et bien les méthodes déterministes, elles ne permettent pas de déterminer l'influence des différents paramètres. Par contre, les méthodes fiabilistes, en utilisant l'étude de sensibilité et de calculer les indices de fiabilité, permet de déterminer la liaison et la cohérence qui existe entre les différents paramètres sur le comportement de la structure. Bon, c'est discutable. C'est des codes qui existent actuellement, maintenant. Mais reste toujours à critiquer un code. Un code n'est pas toujours... c'est vrai que je l'ai utilisé par les ingénieurs de structure, mais il y a toujours des insuffisances au niveau des codes. La preuve est qu'à chaque fois, il y a toujours des mises à jour au niveau des codes. Il y a le BR 83, par la suite le BR 91, il y a le BR 87. Il y a toujours des améliorations, parce qu'il y a des manques. D'accord. Alors, en page 23, page 23, quand le paragraphe concernant donc la méthode de surface de réponse, bon, est-ce que votre travail il est basé sur cette méthode-là, mais bien sûr vous avez utilisé la méthode adaptive, donc après. Vous dites que la méthode surface de réponse, à la fin du paragraphe, est une approche complémentaire, plutôt qu'une méthode de fiabilité en soi. C'est vrai. La méthode de surface de réponse est une autre approche complémentaire, plutôt. Oui. Alors, plutôt qu'une méthode de fiabilité en soi, elle consiste à remplacer le modèle physique initial par une approximation dite de surface de réponse. Oui. Vous avez travaillé sur ces méthodes-là, méthode surface de réponse adaptive. Bon, je sais, vous avez rajouté quelque chose. Mais si ça ne représente pas si ce n'est pas une méthode de fiabilité, pourquoi le choix de cette méthode-là donc, dans la suite de votre travail? Parce que tout est basé sur ça. Donc, les méthodes de surface de réponse sont généralement utilisées pour les systèmes, bien pour les structures à comportement complexe et généralement non linéaire. Tout simplement parce qu'on ne peut pas décrire le mode de défaillance d'un élément à comportement non linéaire en utilisant les lois classiques, par exemple, de la résistance des matériaux. Donc, ces méthodes consistent à construire artificiellement le comportement de la structure en utilisant cette méthode, en utilisant des polynômes de degré 1, de degré 2. Et même cette surface de réponse n'est pas fiable. C'est pour cette raison que dans mon approche proposée, j'ai ajouté un autre terme pour la rendre plus fiable. Très bien. On va revenir un peu plus loin sur la précision justement. Page 28. Je voulais juste comprendre sur les combinaisons en série. Donc, vous dites un système en série formé de n événements EI, de probabilité PEI, si et seulement si l'occurrence
d'un seul événement enchaîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'occurrence? La probabilité. L'occurrence, la probabilité d'un Ouais, seul événement. c'est la probabilité. La probabilité d'un seul événement entraîne la défaillance. Comment Ouais. ça veut dire une probabilité qui entraîne une défaillance? Un système en série de n formé de n événements EI de probabilité, puis EI si eux seulement si l'occurrence d'un seul événement entraîne la défaillance d'un système, principe de maillon faible. Oui, L'occurrence, c'est pas la probabilité, l'occurrence, je sais pas. Je voudrais juste comprendre ce que vous voulez dire dans cette phrase-là. Hein, c'est oui, tout. c'est la probabilité d'occurrence. C'est-à-dire la probabilité d'un seul élément de ce système. Oui, c'est sûr, puisque c'est en série, donc s'il y a une défaillance d'un système, il va entraîner la défaillance d'autres. Ouais, Ça, c'est normal. Mais c'est juste le terme l'occurrence, donc j'ai pas compris dans son sens dans cette phrase-là. Alors, en page 29. En page 29, donc vous avez toujours donc sur le système donc la méthode donc surface de réponse en bas de la page vous avez cité les inconvénients de cette méthode-là, approximation donc de la fonction d'état limite, la construction des plans d'expérience numérique pour donc décaler parce que ça a été de la surface de réponse, rend la procédure lourde. Si on rend la procédure lourde, ça veut dire en termes de calcul, c'est coûteux. Oui. N'est-ce pas? Donc, toujours, on parle de la surface de réponse. Hein. Le couplage direct, ça veut dire c'est le couplage indirect. Ça veut dire le couplage mécanique avec le système. Donc, quand vous calculez, quand vous faites le couplage, d'accord? Donc, vous calculez la probabilité de défaillance, et ainsi de suite. Si cette méthode-là coûte en termes de calcul, c'est cette méthode-là que vous avez choisie Oui. pour ce que vous avez proposé, c'est la méthode adaptive. Comment vous avez pu résoudre ce problème-là de coût de temps de calcul? En utilisant la surface de réponse. Oui. Bon, la première. Vous notez que c'est un inconvénient, le coût en temps de calcul. Oui. Moi, je vais donner la suite, comment vous avez procédé. Bon, l'emploi de la surface de réponse dans le modèle que j'ai utilisé juste permet d'avoir une indication sur ma surface de réponse et les endroits. C'est-à-dire, elle permet d'estimer, elle permet de la recherche de la zone de défaillance, c'est-à-dire à partir de ces sortes d'un aide pour la deuxième phase, d'avoir une indication pour sorte de complémentarité pour la deuxième phase. Parce que c'est pas facile de trouver directement la surface de défaillance en utilisant la méthode de créchage seul. C'est une méthode de complémentarité pour la méthode de créchage. D'accord. Alors, en page 53, je voudrais juste comprendre les figures, là, les deux figures que vous avez sur l'erreur de prédiction, dans le premier cas et le deuxième cas. J'ai pas trop compris la forme. Comment vous avez Ces deux figures. ça? Ces deux figures, je les ai obtenues en utilisant directement la méthode de créchage. Elles sont obtenues à l'aide du logiciel MATLAB en utilisant, cet exemple, je l'ai fait en deux fois, c'est-à-dire en utilisant la méthode de surface de réponse et par la suite la méthode de créchage. Ces figures, ces deux figures ne permettent pas de ressortir en utilisant mon algorithme de surface de réponse. Par contre, j'ai eu ce résultat en utilisant la méthode de créchage. D'accord. Okay. Qui nous donne directement ces paragraphes de l'erreur de prédiction.
D'accord. En page 64, donc, alors, à la fin de la page, dernier paragraphe, la démarche générale. Donc, dans l'étape initiale, vous dites que la première étape est liée à la construction d'une surface de réponse afin d'évaluer l'erreur qui est commise en faisant l'approximation du modèle. Oui. Elle est fondamentale puisqu'elle nous renseigne sur la qualité de prédiction. Et comment vous évaluez cette erreur-là? Comment vous procédez dans l'évaluation de l'erreur? L'approximation, si vous voulez, du modèle. Puisque vous dites que c'est la première étape, après, donc, vous allez apporter des améliorations. Oui. D'accord. Concrètement, comment vous évaluez donc cette erreur-là? Ou cette approximation du modèle, si vous voulez? En appliquant la méthode de surface de réponse, elle nous permet de déterminer les indices de fiabilité. Oui. Par la suite, on fait plusieurs itérations des indices de fiabilité. Il y a deux valeurs. La différence entre les deux indices de fiabilité permet d'avoir l'erreur commise entre suite au développement. Avec quelle tolérance? Les tolérances de convergence, c'est-à-dire ils sont en fonction du modèle probabiliste. On n'a pas une valeur fixe. Alors, page 74. Alors, vous avez donc dans le tableau, Oui. vous avez les valeurs donc de l'indice de fiabilité que vous avez calculé Oui. par les différentes méthodes et par votre donc la méthode que vous avez proposée. Maintenant, si je compare par rapport à la méthode forme ou le crigéage, quel est en termes de précision? Oui. Oui, c'est quoi? Ça veut dire si je fais une différence, est-ce que l'écart trouvé entre les deux, je sais que c'est pas beaucoup, donc vous avez 3,04, mais dans l'autre 3,11, 3,12. Oui, c'est vrai, vous avez raison, dans le sens où les valeurs de l'indice de fiabilité données par l'approche proposée est assez proche, c'est pas vraiment. Mais bon, cet exemple, elle a été traitée par moi-même, elle a été traitée aussi par mon collègue Alessa de Roua. On a presque obtenu les mêmes résultats. Bon, cela est dû à quoi? Pour moi, je propose un problème certainement de mise en place des points pilotes, parce que le problème majeur est le point pilote. Il peut, par exemple, quelqu'un d'autre utilise la même approche avec d'autres emplacements, il peut y avoir d'autres résultats. Mais toujours, si les points pilotes se trouvent au niveau de la région de défaillance, l'indice de fiabilité, certainement, elle va se rapprocher avec les méthodes de référence. Oui. C'est ça que je voulais dire. Bon, si on voit juste la colonne à droite, le nombre d'appels, oui. On voit bien qu'il y a une grande différence. Certainement en termes de coût de calcul, donc vous avez diminué le temps de calcul. Mais en termes de calcul d'industriabilité, pour moi c'est pratiquement les mêmes, donc les mêmes résultats. On retrouve la même chose, si vous voulez, en page 78. Si vous regardez le calcul aussi d'industriabilité, pour le portique, l'exemple donc du portique, on a pratiquement les mêmes valeurs avec les calculés avec les autres méthodes. D'accord. Si on compare les valeurs de l'indice de fiabilité, tu peux prendre un jugement qu'on croit c'est un peu rapproché. Mais si on détermine, si à partir de cet indice de fiabilité, on détermine la probabilité de défaillance et on le compare avec la probabilité de défaillance de d'autres modèles, elle est vraiment très minime. Elle est vraiment très minime. Mais en termes, par exemple, de calcul. Oui. On voit bien, le nombre d'appels, c'est sûr. Oui, il y a une réduction de temps de calcul. Quelle est cette réduction de temps de calcul? Ça veut dire votre méthode, si je fais une programmation avec une méthode
une autre méthode et je fais une programmation avec votre modèle, je gagne quoi en termes de temps de calcul? Puisque le résultat final est presque le même. Oui. Si je prends l'indice de fiabilité. Ah, d'accord. Donc, la méthode proposée, par exemple, pour la méthode de crégeage seul qui a été utilisée par Caïmas, certainement en lançant l'exécution du programme, après la fin des résultats, nous constatons que ce programme a besoin d'appeler 620 fois la fonction d'état limite pour le calcul de l'indice de fiabilité. Oui. Par contre, l'approche proposée, pour avoir la même valeur de l'indice de fiabilité ou presque assez proche, il suffit de 320 fois. Oui, il y a la moitié. C'est vrai que même le résultat de Caïmas, de crégeage, peut être aussi entaché d'erreurs. Peut-être que mon résultat est plus exact par rapport à l'autre, mais est-il toujours qu'il y a une certaine différence entre les deux? Mais en termes de probabilité de défaillance, c'est presque le même résultat. Parce que ce n'est pas vraiment important. Très bien, donc je passe à la page 86. Mais juste pour l'oscillateur donc dynamique non linéaire que vous avez proposé, juste la fonction d'état limite que vous avez définie. Oui. Par l'expression G de x égale 3R moins la valeur absolue de Z max. Comment vous avez fixé les 3R? Oui, c'est vrai, tu as raison, cet exemple est un exemple. Pardon? L'exemple suivant est un exemple qui existe dans la littérature. Tu as raison dans le sens, normalement, je dois référencer l'exemple. Donc la fonction d'état limite utilisée est une fonction que j'ai pris directement dans la littérature. Ah, c'est pas vous qui l'avez fixé. C'est un modèle que vous avez pris. Non, c'est pas moi. Normalement, c'est-à-dire après, je vais corriger et de mettre la référence au niveau. Figure 4.1, oscillateur non linéaire, je vais mettre la référence même au niveau de la fonction d'état limite. D'accord. Alors, parlons donc dans cet exemple-là, c'est les résultats que vous avez obtenus. Si je prends l'exemple, par exemple, en page 91, sur la variation donc de C1, oui. La variable C1, comment expliquer donc que pour des valeurs faibles de C1, vous avez pratiquement les mêmes valeurs, mais à partir de 0,4, vous avez quand même une sacrée différence entre les résultats. Notamment le résultat que vous avez obtenu avec la méthode que vous avez proposée. Donc il y a un grand écart. Parce que si je prends pour 0,45, oui. Donc vous avez une probabilité de défaillance quand même qui est beaucoup plus importante. Bon. Enfin, par rapport à... Bon, on voit bien que avec toutes les méthodes, la probabilité augmente, mais avec la méthodologie, enfin la méthode que vous avez proposée, donc on a quand même une valeur beaucoup plus supérieure, oui. La probabilité de défaillance. Comment donc expliquer? Mais pour des faibles valeurs de ce coefficient, donc cette variable C1, on a pratiquement les mêmes valeurs, jusqu'à 0,3. À partir de 0,3, vous avez donc une divergence. Bon, c'est vrai, entre l'intervalle 0,3 et 0,4 qu'il y a les résultats divergent légèrement, mais cette figure montre l'influence ou bien l'importance de la variation, du coefficient de variation sur le modèle probabiliste. C'est-à-dire, en prenant la valeur prise dans les calculs de 0,3, c'est-à-dire jusqu'à 0,3, les valeurs des indices de fiabilité sont presque identiques pour les différentes variables. Oui. Mais une fois qu'on change le coefficient, ce coefficient de convariance, les résultats diffèrent et presque pour l'ensemble des approches. D'où l'importance, généralement dans les études fiabilistes, pour quelqu'un d'autre qui va proposer une autre méthode pour confronter les résultats, il faut prendre en considération les modèles qui ont été déjà proposés. Par exemple, je n'ouvre pas le droit de changer un coefficient
de variation pour confronter les résultats d'un exemple qui a été traité déjà dans la littérature. C'est vrai que tu ouvres le tiroir à changer pour voir le comportement des paramètres, mais pour valider, pour confronter, il faut prendre le même coefficient de variation. Jusqu'à la valeur 0,3, les différentes variantes sont presque identiques. Au-delà de cette valeur, nous montre l'influence ou bien la variation de ce coefficient sur le modèle probabiliste. Ouais. Alors, 45. Alors, en page 109, juste... Page 109, bon, ça marche, bon, on peut continuer, c'est bon. C'est bon. Non, 110, pardon. 110. Page 109, puisque ça parlait donc de la capacité de flexion ultime. Bon, on l'avait défini donc en bas. Donc maintenant, c'est les résultats donc, que vous avez proposés, enfin, énumérés dans le tableau. Oui. Il y a juste deux cas où avec une très bonne précision. Mais si je regarde le tableau, il y a deux cas où donc la défaillance, le mode de défaillance, l'un donc c'est flexion poinçonnement et de l'autre c'est le poinçonnement. C'est-à-dire avec la méthode. Bon, peut-être le paragraphe. Exagéré. Non, moi je vais c'est pas une question d'exagérer, c'est juste parce que deux cas, il y a tout donc ça correspond, mais les deux cas, pourquoi donc il y en a avec les méthodes là. Donc est-ce que vous avez donc les deux, vous avez le tableau devant vous. Si vous prenez BAM, je vais parler BAM 04. Donc c'est les deux cas. Pourquoi on a cette différence pour les deux cas? Les autres, on a le mode est le même, le mode de défaillance. Bon, après avoir appliqué, c'est-à-dire après avoir appliqué, c'est-à-dire entré les paramètres de la structure dans le logiciel, j'ai constaté que le comportement ne change pas. Ça, c'est juste une particularité pour ce type et ce design de dalle. C'est-à-dire le comportement de la dalle ne change pas. Alors, petite dernière question. Donc, page 124, où on avait fait l'étude de sensibilité. Bon, si je prends par exemple l'influence de la résistance à la compression et la hauteur utile D, je ne vois pas, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer une conclusion donc sur ces résultats-là. Ça veut dire, juste, j'ai donc pris deux exemples, la résistance à la compression et la hauteur D. Oui. Si vous regardez, ça c'est si vous avez la figure en couleur, donc c'est les bleus, la résistance à la compression. Oui. Vous avez 30,2%, 28,2%, après ça remonte 28,7%. Je pense que là on ne peut pas parler d'influence. Si je prends la hauteur D qui est en violet, 21,1, 21,9 et 21,4. Ça monte, ça descend, donc... et par contre, vous avez raison pour les autres paramètres. Mais ces deux-là particulièrement, je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer sur l'influence de ces paramètres-là. D'après, c'est-à-dire le résultat que vous avez présenté. Bon, c'est juste une application de l'étude de sensibilité. C'est-à-dire,
c'est-à-dire pour avoir des résultats plus crédibles, c'est-à-dire plus qu'on prend plusieurs paramètres, plus le résultat est plus fiable. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai pris 4 variables aléatoires. C'est-à-dire, 4 variables aléatoires ne permettent pas vraiment de porter un jugement fiable sur la fiabilité de l'élément. Donc, si plus qu'on prend plus de paramètres, plus le résultat fiabiliste sera encore plus correct, plus logique. Mais par contre, j'ai dit enfin, néanmoins, la contribution des différents paramètres est indispensable pour la contribution dans la fiabilité et le comportement de l'élément. C'est-à-dire ce résultat il reste toujours correct pour ce type de design. Mais si on prend par exemple 5 paramètres ou bien 6 paramètres, automatiquement le résultat diffère. Très bien, donc je vais m'arrêter là. Donc je tiens donc à réitérer mes félicitations. Vous avez fait un travail très intéressant sur la